Bonjour à tous, prenez place. Alors je vais juste récupérer les images. Voilà, impeccable. Donc je me présente à vous, donc Maxime, je travaille chez Cheers maintenant depuis plus de 2 ans et en tant que directeur marketing sur l'ensemble des sujets d'acquisition, de rétention, produits, communication. Le sujet que j'aimerais bien voir avec vous et dans lequel on va se plonger plus précisément va être comment mixer les leviers sociaux et les leviers d'acquisition plus traditionnels au sein d'une acquisition performante. On verra qu'on a souvent tendance en fait à faire un gros dispatch, notamment entre les gros carrefours de trafic que sont Google et que sont Facebook d'un côté. On a souvent des attitudes chez les annonceurs de se dire moi je suis 100% Google ou je suis plutôt 100% Facebook. On peut aller beaucoup plus loin que cette dichotomie. Et de façon assez simple et assez fluide. Simplement, 2-3 chiffres pour vous remettre en contexte par rapport à ce qu'on fait et ce qu'on est. Cheers, on est une application d'impression photo. Aujourd'hui, on représente 12 millions de chiffre d'affaires en 2016. On a 850 000 clients en base actifs depuis notre création en 2012. J'ai mis 1 plus 1 égale 5. On a une app, on a un site, mais on est présent, on a des budgets d'acquisition et des budgets de rétention ouverts et disponibles sur 5 pays, donc la France, l'Italie, l'Allemagne, l'Espagne et le Royaume-Uni. Et on a globalement une trentaine de produits dans notre catalogue. Ça va être un chiffre qui va être très important à garder en tête sur la présentation, sur les prochains slides, on y reviendra. On est sur une gamme de produits assez restreinte pour des raisons qui nous sont propres. Je vais commencer avec une image assez forte pour bien marquer les esprits, pour bien comprendre là où je veux en venir dans mon discours plus tard. Le mix traditionnel, aujourd'hui, globalement, sur le web, on va retrouver énormément de sites de retail, de shopping, qui vont avoir des gammes de produits très profondes avec l'ensemble des produits, l'ensemble des références qui vont avoir lieu sur la mode, les tailles, les couleurs, énormément de choses, ce qui va donner lieu à énormément de pages produits sur le site. Ce site, globalement, on va toujours avoir une approche assez stable, une approche prix hyper agressive. On va être sur des logiques Google, alors on va reprendre l'image juste après, mais sur des logiques Google où en fait on va avoir une espèce de grand étang qui va s'appeler Google, où on a énormément de personnes qui vont venir proposer des offres qualitatives. C'est l'étang où il y a le plus de poissons à venir chercher, et chacun va venir en fait avec sa canne à pêche, avec son hameçon, venir proposer son annonce et dire effectivement moi je vous garantis la livraison rapide, moi j'ai des prix imbattables, moi effectivement je suis made in France. On va le voir juste après, mais énormément de caractéristiques qui vont être communes et on va avoir peu de différenciation entre les acteurs. Ce qui donne justement cette prédominance du search. Je vais illustrer ce propos-là avec 2 exemples. Un qui va rentrer totalement dans l'industrie dans laquelle je travaille aujourd'hui, qui est celle de l'impression photo. Très simplement, aujourd'hui, quand on va requêter album photo sur Google, on va tomber sur des annonces qui sont quasiment similaires. Des albums photos offerts, de la qualité, fabriqués en France, fabrication française. Je prends un autre exemple pour aller un peu plus loin, pour aller partir sur un domaine qui est plutôt celui de la high-tech. Je voulais rechercher un câble HDMI. Finalement, je vais avoir quoi? Je vais avoir un câble HDMI chez Amazon qui est proposé à petit prix. Très bien, ça m'arrange. Je n'étais pas parti dans une optique de payer très très cher. Et câble HDMI.eu va aussi me proposer un câble HDMI à prix imbattable. Globalement, on est sur des approches qui sont identiques, quelle que soit la requête. Des petits prix, des produits offerts, de la livraison rapide, la livraison gratuite, une différenciation encore une fois très très faible. Ça, c'est ce qu'on va retrouver de façon assez transversale sur les sites de e-commerce et sur le web aujourd'hui. Chez Cheers, on est, comme je le disais, plutôt sur une logique d'application. Alors, on a une application, on a un site web. Aujourd'hui, l'application représente 70-75% de notre business et c'est vraiment ce vers quoi on veut tendre, ce vers quoi on veut aller, parce qu'il y a des acteurs qui font ça très très bien sur le web, que vous connaissez très certainement, Mon Album Photo, Photobox, PhotoWeb, qui proposent ce type de service. On a décidé, nous, de faire le pari d'être là où se retrouvent vos photos aujourd'hui. Vous avez tous des smartphones avec vous qui contiennent des dizaines, des centaines, des milliers de photos. Le chemin le plus simple pour les faire imprimer, c'est de proposer un service fluide, un service très simple, encore une fois, directement sur votre téléphone. La promesse, elle est là. Par contre, elle va avoir beaucoup de contraintes. La contrainte, c'est la contrainte de poids, notamment.
Notre application, intrinsèquement, va vous demander d'uploader des photos, mais aussi de personnaliser des produits. Donc on est obligé, de façon naturelle, de mettre à l'intérieur de notre application des éléments de configuration de produits, de personnalisation de produits qui vont être propres à chacun des produits. Ça va alourdir l'application. Alourdir l'application, ça veut dire être une contrainte, très clairement, pour un possesseur de smartphone qui a un espace de stockage limité et sur lequel, paradoxalement, il y a déjà énormément de photos. Avoir une app, être une app, c'est aussi un besoin d'une offre simple, très claire. La navigation doit être fluide. C'est un combat vraiment, enfin c'est l'une de nos premières priorités en interne chez nous, c'est faire en sorte qu'il n'y ait aucun point de friction, aucune question sur la navigation sur l'application. Moins de temps est passé sur l'application, plus le pari est réussi. Quand on part sur ces deux choses-là, on est donc une contrainte et en plus on doit avoir une promesse forte et hyper rapide avec la personne qui vient de télécharger l'application. Être une application, c'est vraiment, ça se mérite. Ça se mérite. Il y a énormément d'études aujourd'hui qui sortent qui expliquent qu'effectivement, on a moins en moins d'applications sur son smartphone parce que ça prend de la place, je l'ai évoqué, mais aussi parce que effectivement, quand le besoin n'est pas là, on ouvre l'application, on la referme, ciao, et on repasse à quelque chose d'autre. On est obligé, et ça c'est vraiment quelque chose qui intrinsèquement qui fait partie de notre réflexion de tous les jours, on doit créer ce lien rapide de service, mais aussi de proximité humaine, ce lien relationnel très rapidement avec le futur consommateur qui est présent sur l'application. C'est la raison pour laquelle on est né de notre côté avec Facebook, donc on est né à 5 ans, quand Facebook commençait à vraiment se développer, commençait à développer l'ensemble des formats publicitaires qu'on connaît aujourd'hui et qui se sont vus agrémenter d'autres formats, de nouveaux formats. On est né, enfin pour donner quelques chiffres, globalement il y a encore un an, 90-95% de budget acquisition était uniquement sur Facebook. Pour bien signifier, pour bien illustrer cette nécessité de créer un lien très très fort et très rapide quand on a l'application et de le créer très fort, très rapidement avec le consommateur, globalement, 75% des applications sont désinstallées dans les 30 jours, si ce n'est pas plus rapide. Encore une fois, on avait plutôt, il y a quelques années, avec l'émergence du smartphone, plutôt des logiques de consommation fortes d'applications. On aimait en mettre sur son téléphone, on aimait les garder, les conserver, on ne sait jamais, ça peut toujours servir. Cette attitude-là a complètement changé. Aujourd'hui, si on ne sert à rien sur un téléphone, on s'en va. Autre chiffre qui montre bien cette pression hyper forte qu'on va avoir sur ce lien qu'on doit créer rapidement, 10% des applications uniquement sont réouvertes le lendemain. C'est du one-shot. C'est vraiment, je m'étais convaincre ou disparaître. Si dès la première utilisation, il n'y a pas un intérêt, il n'y a pas un lien qui s'est créé, il n'y a pas une fluidité dans l'expérience qui a émané de ce premier contact, très clairement, l'application ne sera pas réouverte. Donc c'est ce combat qu'on doit mener tous les jours, celui de l'acquisition rentable, donc rester héroïste, c'est notre boulot aussi, on est aussi là pour gagner de l'argent et pour faire vivre la boîte, mais aussi en même temps créer le lien. Pour créer ce lien, comme je disais, notre pari depuis le début a été toujours de miser sur Facebook, qui a vu apparaître Instagram à côté. Je peux aussi citer Twitter, mais très clairement aujourd'hui on va énormément parler, enfin plus particulièrement parler de l'écosystème Facebook-Instagram. On va retrouver dans notre mix acquisition aujourd'hui pas mal de mobile network. Je vais faire un moins gros focus sur ces partenaires-là. Ce sont tous les réseaux hors Facebook où se trouvent nos prospects, nos futurs clients que l'on doit adresser et sur lesquels on doit être présent. Mais surtout, ce qui est intéressant, c'est Google, qui, je l'ai signifié par une flèche, prend une place de plus en plus importante dans notre mix acquisition aujourd'hui. Et pour des raisons qui sont assez d'évolution, en fait, Google aujourd'hui prend en considération l'existence d'énormément d'applications, a changé l'ensemble de ses outils, a fait naître de nouveaux outils et a changé vraiment son mindset, enfin sa façon de penser par rapport à l'acquisition et propose aujourd'hui à des annonceurs, des commerçants qui ont des applications, d'avoir des campagnes d'acquisition efficaces. Donc le gros point de la présentation, ça va vraiment être comment aujourd'hui on peut à la fois s'adosser à un Facebook, ce qui n'est pas forcément évident chez la plupart des annonceurs, qui sont plutôt SIA centrés, héroïstes, et qui finalement ont ouvert les yeux. Alors de plus en plus, on a quand même une évangélisation de Facebook qui est de plus en plus présente, mais qui ont mis beaucoup de temps à se dire que le levier pouvait être terroriste. Et à contrario, pour les applications, une espèce de retrait, une espèce de prudence par rapport à Google qui présentait pas forcément des produits hyper adaptés pour nous, applications. Premier focus sur les leviers sociaux.
Les leviers sociaux, la petite phrase résume plutôt bien le discours, puisque l'efficacité de notre acquisition repose sur le coup de foudre, donc ce qu'on évoquait tout à l'heure, cette création de premier contact fort et humain, et vraiment qui doit être très, très instantané, autant maximiser nos chances de matcher avec ces personnes. Aujourd'hui, Facebook, via ses outils, propose de façon gratuite, de façon très simple, énormément d'insights sur qui sont vos audiences et qu'est-ce qu'elles sont, quels sont vraiment les points prédominants par rapport à ce que les personnes qui sont globalement présentes sur Facebook. On est assez atypique de notre côté. On a particulièrement, aujourd'hui, Facebook, c'est 51% de femmes. Chez Cheers, on a 89% de femmes dans notre base client. C'est une volonté aussi de notre côté, c'est le produit qui est plus affinitaire avec les femmes. J'ai pas appris grand-chose, mais ça commence à mener certaines réflexions en termes de campagne que je vais mener derrière. Est-ce que ça vaut le coup de cibler les hommes ou plutôt les femmes? Une première piste. Là, sur la pyramide des âges, on voit que globalement, Facebook, entre 18 et 34 ans, en moyenne en France, c'est 48% de la population donc, qui est âgée sur ces deux tranches d'âge-là. Chez Cheers, on a 80%, 79%. Donc encore une fois, c'est une information supplémentaire. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les gens qui achètent chez nous, c'est en termes de civilité des femmes, et des femmes qui sont plutôt entre 18 et 34 ans. On peut aller encore beaucoup plus loin sur les informations qu'on peut récupérer, encore une fois, très facilement et très rapidement depuis Facebook. On va avoir les top catégories. Les top catégories, on va retrouver quoi? On va avoir ces personnes-là, donc là, typiquement nos acheteurs, qu'est-ce qu'elles aiment comme artistes? Qu'est-ce qu'elles aiment en termes de vidéos, enfin, en termes de sites web, en termes de loisirs? Les marques de vêtements qu'elles plébiscitent aussi et dont elles sont fans, et les marques, alors food, beverages, c'est pas forcément discriminant parce qu'on va retrouver souvent du Nutella, du Kinder, du Starbucks, donc effectivement beaucoup de gens les aiment, mais c'est pas un critère discriminant, mais je l'ai quand même gardé, notamment parce qu'il y a Oasis. Oasis, on les connaît tous pour des campagnes qui sont très dynamiques et qui sont très basées sur l'humour, sur le ton décalé. C'est ce qu'on essaye de faire aussi, et on voit qu'effectivement il y a une espèce d'appétence, une espèce de lien qui va se créer dans notre cible pour ces campagnes un peu plus légères que des campagnes type agressive, produit, discount. D'autres informations qui peuvent être intéressantes, on est par essence plutôt urbain, donc effectivement on voit globalement la courbe grise, c'est le pourcentage de personnes habitant Paris qui sont connectées sur Facebook aujourd'hui. On est largement surreprésenté nos acheteurs sont largement surreprésentés en région parisienne et sur Paris plus précisément au sein de l'univers Facebook. On retrouve Lyon, on retrouve Marseille, on retrouve Bordeaux. Avec toutes ces informations-là, je suis déjà capable de dire qu'effectivement, la cliente cible chez nous, donc la cliente, effectivement, je précise bien, est plutôt parisienne, connectée, aime plutôt les marques qui transmettent un message et va aimer, alors là je ne l'ai pas mis, mais on retrouve souvent du My Little Paris, on retrouve ce type de marque. Donc ça me permet d'avoir un premier socle hyper précis de personnes à aller chercher sur Facebook. Ça tombe très bien, puisque les options de ciblage sont quasi illimitées aujourd'hui. Quasi illimitées parce que Facebook a l'information, parce que aussi ils travaillent avec des partenaires tiers, typiquement des Axiom, des Nielsen et autres, qui vont venir rajouter différentes informations si jamais il en manquait pour créer ces cibles. Et il y a même la possibilité d'étendre l'illimité. Derrière ça, on va trouver une chose qui est assez simple à utiliser, qui fluidifie en tout cas l'expérience. C'est que typiquement, si je sais que les personnes qui sont clientes chez moi aiment les marques type Nike, Puma, donc sont plutôt fans de running, en fait, il y a différentes options qui vont permettre de lister automatiquement les autres marques de running qui vont tourner autour plutôt que de les chercher à la mano et de perdre du temps à lister et se creuser la tête en allant voir à droite, à gauche, est-ce que je vais trouver du ASICS, est-ce que je vais trouver du New Balance, etc. Le travail, vraiment, est fait pour vous. Sur ce panel quasi limité, on va donc construire des premières cibles. Et là, un peu plus loin, on va les adresser et on va utiliser un outil que vous connaissez, je pense, pour la plupart d'entre tous, oui, le lookalike. Le lookalike, aller chercher des populations qui ressemblent à mes populations cibles, à mon cœur de cible. Très clairement, c'est votre meilleur ennemi. C'est votre meilleur allié si vous savez l'utiliser. Un lookalike, en fait, globalement, c'est assez simple. Je sais que mes acheteurs ressemblent à cet archétype de personnes, donc avec les différents profils qu'on a cités tout à l'heure. Je vais faire en sorte d'aller chercher des personnes qui leur ressemblent assez sensiblement, avec un degré de similarité, par exemple, de 99%. Pour illustrer, je vais dire que j'ai 10 000 personnes qui sont mon cœur de cible. Je vais chercher des personnes qui leur ressemblent énormément, avec un haut degré de similarité. Je vais en trouver 20 000.
naturellement, les résultats, même si ce n'est pas toujours vrai, devraient être plutôt bons sur vos campagnes. Donc ça va rassurer, on va se dire, ok, c'est cool, je sais adresser mon cœur de cible et je vais pouvoir étendre par capillarité les personnes, enfin mes prospects, mon cercle de prospects à aller chercher. Le plus grand danger, et j'en parle, je mets vraiment en rouge parce qu'on est tombé dedans, et c'est très facile de tomber dedans, c'est de s'arrêter là. C'est de se dire, puisque je fais du lookalike, finalement, j'ai un peu trouvé la poule aux œufs d'or et je vais pouvoir adresser mes campagnes. Sauf que le lookalike, au bout d'un moment, il va s'épuiser lui-même. C'est que là, j'ai mon cœur de cible, là, je vais étendre un peu mon réseau que je vais aller chercher, mais si j'ai 20 000 personnes et que je les adresse pendant 6 mois, le taux de répétition va devenir incroyablement élevé. Et en fait, finalement, les performances, l'usure va se créer sur l'audience et mes performances vont naturellement se réduire. Il y a des solutions à ça. Il faut rester toujours hyper actif et dynamique sur les campagnes Facebook. C'est de recréer des nouveaux. Alors, soit avoir un degré de similarité qui est moins fort. Tout à l'heure, on parlait de 99% de similarité. On peut aller chercher des degrés de similarité de 93% par exemple, ce qui ferait qu'avec ma population base de 10 000 personnes, je pourrais aller chercher 100 000 personnes. Je vais adresser une campagne sur ces 100 000 personnes qui ne sont pas si loin que ça en termes de ressemblance à mon cœur de cible. Je vais voir un peu les résultats. Globalement, jusqu'à 5-7%, on peut retrouver des résultats qui sont vraiment très bons. De cette nouvelle cible que je vais créer, donc qui est un peu différente, mais pas tant que ça, de mon cœur de cible, je vais réanalyser les éléments qui constituent cette nouvelle base. Peut-être que c'est des personnes qui n'ont pas le même les centres d'intérêt, pas les mêmes références en termes de marque, pas les mêmes références en termes de loisirs, et je vais recréer en fait une nouvelle cible. Donc tout à l'heure, c'était la femme plutôt parisienne, par exemple. Là, je vais dire, en fait, dans mon cœur étendu, j'ai plutôt la femme plutôt lilloise qui est intéressante. Donc je vais recréer un nouvel entonnoir et repartir sur une logique de lookalike. Il faut toujours renouveler comme ça pour faire en sorte qu'on a un premier cœur de cible, on l'étend, on retrouve un critère discriminant, on recrée un nouvel entonnoir et on étend tout le temps ces campagnes de cette manière-là. Si on tombe vraiment dans une logique continue et de simplement aller chercher des personnes qui ressemblent énormément à mon cœur de cible, on va atterrir à ça, un ballon de baudruche complètement dégonflé et des campagnes qui vont sous-performer. On a parlé de dynamisme, on parle d'engagement aussi. C'est très important, et ça on va le retrouver si vous faites des campagnes display, vous le connaissez déjà, mais l'importance de la créa et l'engagement. L'un des critères sur l'AdWords, on va parler de quality score par rapport au taux de clic, par rapport au fil d'Ariane, par rapport à la logique qu'on va avoir entre les annonces et la réponse qu'on va donner sur le site. L'engagement va être quelque chose d'extrêmement important sur Facebook. Je vais prendre deux ads qui sont totalement identiques, même CTA, même vidéo, similaires, complètement similaires. Je vais avoir une cible 1 et je vais avoir une cible 2 qui va différencier légèrement. Je vais reprendre mes femmes de Paris et je vais reprendre mes femmes de Lille. Ce qu'on va voir, c'est que l'engagement va être un peu différent. Ici, je vais avoir un seul commentaire, 5 partages. Ici, je vais avoir 3 commentaires, 25 partages. Alors, on n'est pas non plus sur des proportions énormes, même si on passe de 1 à 5 sur la partie partage. Mais surtout, puisque j'ai adressé a priori une créa plus adaptée à une population lilloise que parisienne, c'est peut-être pas le meilleur exemple, mais je vais gagner 20% sur mon CPM. Là où je veux en venir, c'est qu'il y a vraiment un énorme dynamisme en termes de cibles à aller chercher, et il y a vraiment un exercice intellectuel important et de créa, de content à gérer sur la partie Facebook. Vraiment se dire, si j'adresse la cible des jardiniers, je ne l'adresse pas de la même manière que la cible des amateurs de voitures de sport. Il y a vraiment deux approches différentes, il faut les trouver, il faut les travailler. La raison pour laquelle c'est aussi important, si on refait la boucle par rapport au début, c'est que si vous voulez créer ce lien fort, direct et très rapide avec les personnes que vous allez chercher, il faut leur parler de la bonne manière. Donc aujourd'hui, globalement, on a, pour vous donner un peu un ordre d'idée sur les campagnes sur la France, on doit avoir 80 campagnes qui tournent et on va avoir un set de 40, une quarantaine de créas qui tournent, vraiment adaptés sur chacune de nos cibles. On teste, ça fonctionne pas, on met en pause, mais il faut vraiment trouver la bonne adéquation entre la cible et l'ad qui va suivre derrière. Et je mettais les modérés, c'est hyper important. Une ads génère justement des commentaires, bons ou mauvais. Il faut absolument les modérer derrière. Une personne qui répond à une ads, qui dit « Ah en fait, j'ai pas du tout aimé votre service et je suis plutôt parti chez concurrent », il faut pouvoir lui répondre, il faut pouvoir consolider ce lien avec la personne qui a écrit. Ne pas le faire, c'est tendre le bâton pour très clairement voir votre CPM augmenter et complètement dévaloriser votre annonce. Qualité de trafic. C'est important aussi, c'est est-ce qu'aujourd'hui un canal push peut générer la même qualité de transformation qu'un canal pull? On n'est pas sur les mêmes logiques, donc on peut avoir un doute là-dessus. Là, ce sont nos chiffres, très clairement.
Les personnes qui installent l'application et qui passent une order derrière, si je prends Google sans la marque, parce qu'effectivement ça serait un peu biaisé, on est sur le même taux de transformation install à order. Donc très clairement, si aujourd'hui vous avez un doute sur le fait d'aller chercher des leviers sociaux, parce qu'a priori c'est plutôt des leviers de branding, et c'est aussi des leviers de branding, ça va aussi vous permettre d'être présent là où les gens naviguent en termes de loisirs, mais c'est aussi là où les gens passent du temps et vont possiblement acheter, et les chiffres le disent, vont acheter plus tard. Levez ce doute, très clairement, la qualité de trafic elle est présente sur Facebook. On va pas parler que de Facebook, on va aussi parler de son homologue Google. Chez nous, quand je suis arrivé, il y a un peu plus de 2 ans chez Cheers, comme je te disais, on n'avait quasiment pas de budget présent sur Google. On était très loin de cet univers-là. C'était un peu un univers obscur sur lequel, effectivement, on ne pouvait pas mettre d'humain, on ne pouvait pas mettre de choses, ce qu'on voulait faire passer de notre côté. En 18 mois, depuis 1 an et demi, alors, par un accompagnement très important de l'équipe de Google avec des nouveaux programmes type Scale-Up qu'ils ont monté depuis maintenant 2 ans, qui sont de l'accompagnement d'entreprises à potentiel. Donc ils ont des équipes dédiées qui vont venir comprendre vos problématiques, travailler dessus et trouver des solutions avec vous, toutes vos spécificités pour faire en sorte d'améliorer vos campagnes. Grâce à cette équipe, à cet accompagnement, on a gagné 10 points de budget. Enfin, Google représente 10 points de plus dans notre budget marketing par rapport à la situation il y a 18 mois. Il y a 3 grands leviers qui ont permis ça. Les audiences. Les audiences, c'est assez marrant. On va retrouver toutes les logiques de Facebook qu'on n'avait pas forcément ou peu ou moins mis en avant par Google auparavant. Maintenant, Google fait un gros levier dessus, fait un gros focus dessus et va permettre énormément de choses. Les affinités, les audiences par affinité, c'est exactement le même univers. On va voir effectivement ça va se rapprocher énormément des logiques de Facebook. Aujourd'hui, avec votre analytics, vous pouvez très simplement regarder. Alors, c'est pas très lisible ici, mais pour vous donner un exemple, on sait que les dog lovers transforment mieux sur le site que la moyenne des personnes qui transforment sur le site de Cheers aujourd'hui. L'intérêt derrière, c'est de se dire, je vais créer une campagne pour ces personnes de façon spécifique et je vais les adresser. On peut utiliser aussi les lookalikes. Donc ça, Google le fait maintenant depuis 1 an et demi, avec moins de précision que Facebook, mais la logique s'installe. On y est. Enfin, on est vraiment sur un univers très proche de Facebook. On retrouve via ces campagnes, donc par affinité, 11% de performance en plus sur le CPM. Donc on paye moins cher pour adresser des personnes qui sont potentiellement, en tout cas factuellement, plus intéressées par notre produit et qui vont les transformer sur le site. On a d'autres logiques qui se sont installées, qui sont hyper intéressantes. Les audiences in-market, là, ça va être directement depuis votre contrat AdWords. Vous allez pouvoir, derrière, avoir des campagnes display, YouTube ou search. Ça va vous permettre quoi? Ça va vous permettre de comprendre, avant d'acheter sur votre site, qu'ont visité les personnes. Donc effectivement, nous, on va retrouver typiquement les personnes qui ont visité pas mal de sites de beauté sont plus appétentes à acheter chez Cheers plus tard que des personnes qui ont visité des sites de jardinage, par exemple. Donc on va aller adresser un discours spécifique à ces personnes qui sont en train de visiter, qui ont été identifiées comme étant en train de visiter des sites de beauté. C'est la logique qui est proposée par Google. On a 18% de CTR en plus sur ces campagnes-là. Donc effectivement, encore une fois, avec un message adressé qui est intéressant et qui est adapté, on va pouvoir attirer plus de trafic qualifié sur le site. Une troisième chose, je l'évoque très rapidement, Customer Email, on rentre directement une base d'email dans l'outil. En termes on peut retravailler dessus, on peut adresser des campagnes. C'est assez limité aujourd'hui en termes de levier. Ces campagnes-là sont éligibles à YouTube et à Gmail. Donc, impact restreint à l'heure actuelle, ça a été testé, mais comme on ne fait pas trop de YouTube pour l'instant, on l'a pas encore ouvert. Une autre chose qui était hyper intéressante, qui est à la fois technologique, mais qui a des répercussions sur l'acquisition, c'est les annonces in-app install, et surtout, technologiquement, la création des Universal Link. L'Universal Link, c'est quoi? C'est aujourd'hui, moi j'aime bien aller sur Showroom Privé par exemple, mais j'utilise l'application, j'utilise le site et j'ai peut-être même plus tendance à utiliser le site. Google comprend quelle est l'habitude de navigation d'une personne sur un site particulier. Donc s'il a vu que moi je préfère effectivement utiliser le site, si je clique sur une annonce de showroom privé, je vais être redirigé sur le site. Si je change mon comportement par rapport à showroom privé, qu'en fait je me dis le site il n'est pas terrible, l'ergonomie elle est pas top et finalement l'application me plaît beaucoup plus, Google va le comprendre et en fait si je refais la même requête 6 mois plus tard, va me rediriger automatiquement non pas vers le site mais plutôt vers l'application. Ça c'est un pas technologique qui commence à s'installer chez pas mal d'annonceurs. On l'a installé il y a à peu près 1 an et ça permet de faire des choses hyper intelligentes
En termes d'acquisition, moi, ce qui m'intéresse, c'est que les gens installent l'application. Donc, je vais avoir des annonces app install qui mettent en avant mon application. C'est mon premier contact. J'ai pas vraiment envie que tu te balades sur le site. Je veux que tu installes l'application. Par contre, derrière, peut-être que cette personne-là, l'application, elle a désinstallé, ou alors elle la trouvait pas intéressante, ou alors elle préfère naviguer sur mon site. Si elle retape une requête de Cheers un peu plus tard, dans ce cas-là, on n'est plus du tout sur un format app install, on revient sur une annonce avec un format classique, et on va laisser la main à Google de choisir vers quel environnement la personne doit être redirigée. Donc là, très clairement, si la personne préfère a une habitude de navigation sur l'app, elle va aller directement sur l'app. Ça a vraiment changé la façon dont on aborde les campagnes aujourd'hui, parce qu'on est sur deux formats différents et parce qu'on a cette logique vraiment intellectuelle de se dire la personne, laissons-la très clairement choisir l'environnement sur lequel elle veut évoluer. Une dernière chose, et là c'est peut-être la plus importante, les Universal App Campaign, qui ont été lancés il y a pas mal de temps, 1 an et demi, 2 ans même, peut-être un peu avant, mais qui est un produit qui évolue énormément. C'est le fait d'avoir une campagne unique. Vous chargez un set de créa et ça va toucher tous les leviers, search, display, YouTube, pour vous, avec un algorithme d'optimisation, ce qui ne vous empêchera pas de garder la main sur vos campagnes. Si vous avez des campagnes sur lesquelles vous voulez continuer à optimiser manuellement, il n'y aura aucun souci. Elle est automatiquement mise en retrait de cette logique d'automatisation. Donc, je ne sais pas, typiquement, si vous voulez garder la main sur ces fameux dog lovers qui m'intéressaient tant sur la campagne display, je vais pouvoir continuer à garder la main sur les bids que je vais leur mettre. Et par contre, sur les autres audiences, je vais dire à Google, fais ton boulot, moi je regarde un peu plus de loin. Il y a une deuxième chose qui est hyper importante sur cette partie-là, c'est le fait de pouvoir mettre des critères in-app. Mettre des critères in-app, c'est pouvoir permettre à Google de regarder ce qui se passe dans l'application et lui permettre d'aller cibler des personnes qui particulièrement sont allées jusqu'au panier. Donc auparavant, c'était plutôt des personnes qui avaient visité le site, donc avec un taux d'engagement moyen, en tout cas un niveau de qualification de cette personne plutôt moyenne. Plus on va pouvoir aller loin dans l'expérience, voir jusqu'où la personne s'est engagée et aller chercher des personnes qui ressemblent à cette personne qui s'est engagée fortement dans l'application, plus les campagnes vont être performantes parce qu'on sait qui aller chercher. Ça, c'est des choses assez récentes qui sont arrivées sur les Universal Campaigns, qui sont encore en plein développement chez Google, avec des notions aussi de ROI, avec des notions, il y a énormément de critères à mettre derrière, mais ça preuve que les efforts aujourd'hui de recherche et de nouveaux outils qui sont mis à disposition des annonceurs vont dans cette logique-là de l'application et de la performance pour ce nouveau type d'annonceur qu'on peut être comme chez Cheers par exemple. Un point important aussi, ces outils n'étaient ouverts que sur Android auparavant, maintenant ils sont ouverts chez iOS. Ça fait la différence très clairement. On sait tous aujourd'hui que dans les grosses moyennes, iOS performe un peu plus en termes de e-commerce qu'Android, même si c'est de moins en moins vrai. Mais globalement, c'est un gros manque, une grosse frustration de voir les produits Google ouverts uniquement à des campagnes Android et non pas iOS. Globalement, pour résumer tout ce qu'on s'est dit, on avait pour moi le monde d'hier et d'aujourd'hui. Dans mon parcours professionnel, j'ai justement navigué dans des entreprises qui étaient très Google axées et ensuite très Facebook axées. C'est des phrases que j'ai entendues un peu à droite à gauche. Google n'est pas adapté aux apps. Très clairement, c'est sur quoi je mettais le doigt juste avant, c'est iOS n'est pas ouvert, c'est compliqué, leurs outils font pas en sorte de promouvoir les apps. C'est plus vrai. Maintenant, aujourd'hui, effectivement, tous les univers et tous les environnements sont éligibles. Android, encore une fois, Facebook n'est pas rentable. Quand on fait du SIM depuis 15 ans, 20 ans, et qu'on pense que c'est le levier ROIste par excellence, effectivement, on considère souvent, et on peut tomber dans ce biais de penser que Facebook est un levier branding. C'est pas vrai. Enfin, c'est pas vrai, ou en tout cas, ça se challenge. Mais en tout cas, moi, j'ai tendance à croire que c'est pas vrai. Et se dire de façon assez simple, tout le monde passe par Google aujourd'hui. Pareil, il faut vraiment aller au-dessus de ça. Une raison toute simple, c'est qu'aujourd'hui, si on prend les sites les plus visités au monde, l'étude date de 2016, c'est la galaxie Google, YouTube et Google, et c'est Facebook. Donc si vous voulez chercher de nouveaux clients, des prospects, c'est pas très compliqué, ils sont là. Sur le mobile, de façon beaucoup plus restreinte, 20% du temps passé sur un smartphone, aujourd'hui, il est sur Facebook. Donc pour toute utilisation confondue. Dès que vous l'avez dans la main, 1 minute sur 5, vous la passez sur Facebook, en moyenne. Peut-être pas vous, mais en tout cas en moyenne. Donc très clairement, si vous voulez chercher des nouveaux prospects, étendre votre domaine de prospection, c'est là qu'il faut aller chercher les personnes. Et pour finir, ça c'est un graphe en fait, vraiment vers pull, push, en termes de reach ici. On va globalement, avant
Google, c'était le reach, il a toujours été énorme sur Google, c'est pas nouveau. Par contre, ils étaient uniquement dans une logique de pool, avec toutes ces nouvelles approches d'audience, ces nouvelles approches, notamment d'audience et de qualification du trafic, etc., vont plutôt se ramener sur des logiques un peu plus de push. Et Facebook a grandi, est un levier push par essence, mais par contre, leur reach a vraiment augmenté. Aujourd'hui, ce qu'on voyait juste auparavant, c'est le 3e site le plus visité au monde. Donc la fin de l'antagonisme, il est présent. On avait un choix à faire assez drastique avant. On était soit en bas à gauche, soit en haut à droite. Maintenant, les univers sont très très proches. Et il faut absolument pouvoir concilier les deux. Les deux sont rentables, les deux génèrent du ROI, et les deux sont en fait finalement vont recouvrir des logiques d'audience, des logiques de dynamisme du message, de personnalisation du message qui sont assez similaires. Donc voilà, merci beaucoup. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Si vous voulez découvrir l'application aussi, n'hésitez pas. Il y a un petit code promo qui vous est offert, donc faites-vous plaisir.